Chapitre 4. Décembre 1677. Quel dommage que Guillaume ne soit pas là pour la veillée de Noël, soupira Pauline en tournant le faisan rôti embroché dans l'âtre. Le visage rougi par la chaleur du feu, Pauline alla au grand vaisselier et en sortit la miche de pain blanc des jours de fête. Avec le potage aux pigeons, la purée de châtaigne, le chou râpé au genièvre et les fruits secs, ce serait un vrai festin digne de Lucullus. Tudieu, cette odeur est divine, fit le chevalier avec une mine gourmande en se chauffant les mains à l'âtre. Sais-tu, petite, que je ne faisais pas si bonne chère au Louvre? Et petit Louis non plus, le pauvre gosse. Oui, Pauline savait. Il lui racontait cette histoire depuis des années, pensa-t-elle en se détournant pour rire. Cécile, qui mettait la table, répondit à sa place bon public. Vraiment, monsieur? J'étais second valet de chambre du roi, avant ma disgrâce. Mais monsieur, pourquoi cette disgrâce? Osa enfin Cécile que la question démangeait depuis belle lurette. Pour avoir trop aimé mon petit roi. Le vieil homme ferma les yeux. Petit Louis, enfin, je veux dire, le roi Louis XIV, était un enfant alors, roi à 5 ans. Sa mère, la reine Anne, qui l'adorait, ne pouvait s'en occuper, absorbée qu'elle était par les affaires de l'État avec Mazarin, son premier ministre. On ne lui amenait son fils, paré de ses beaux atours, que quelques minutes par jour. Aurait-elle pu imaginer que son enfant vivait dans le plus grand dénuement? Mais comment était-ce possible? Oh! La révolte grondait partout. Les nobles avaient déserté la cour et les serviteurs n'étaient plus payés. Le trésor était vide. Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, et le prince de Condé, son cousin, voulaient s'approprier le trône et évincer Mazarin. Le pays, à feu et à sang, était en pleine guerre civile. Les nobles conspiraient, c'était la fronde. Alors, on négligeait l'enfant. Restaient quelques valets de chambre fidèles, comme Laporte et moi. Nous lui achetions à manger lorsque nous étions de service. Sinon, son petit frère Philippe et lui n'avaient qu'une écuelle de soupe et un quignon de pain. Les chemises de petit Louis étaient rapiécées, ses draps troués. Certains soirs, quand le peuple en révolte hurlait sous ses fenêtres, il venait se réfugier dans mon lit sans un mot. Notre roi ne se plaignait jamais. Un soir pourtant, il avait 10 ans, il se leva la nuit tiraillé par la faim et alla sans bruit jusqu'aux cuisines. Là, il fut émerveillé par les pains farcis et les gâteaux. Laissez passer le souper de Mazarin, entendit-il dire. Petit Louis tendait la main vers une tranche de lard lorsqu'un cuisinier lui flanqua un méchant coup de torchon en le traitant de voleur. Il est revenu en pleurs se jeter dans mes bras. Lui, le roi de France, un voleur, et Mazarin qui faisait bombance alors que lui jeûnait. Quand je serai grand, me dit-il, ils sauront qui est le maître. Le peuple et tous ces nobles qui veulent ma mort, ces ministres qui me volent, ils plieront devant moi. Petit Louis savait à peine lire et écrire. Il avait bien un précepteur qui lui apprenait quelques vers latins, mais c'était tout. Mazarin avait donné des ordres pour qu'il ne reçoive aucune éducation sérieuse, faisant en sorte que petit Louis soit plus tard incapable de gouverner seul. Car quoi de plus facile que de manipuler un ignare? Alors en cachette, Laporte et moi, nous lui lisions des livres, lui racontions les hauts faits de ses ancêtres. Mais Mazarin, malgré tous ses défauts, était un bon ministre. Il réussit à mater les frondeurs et à redresser l'économie. La France se relevait peu à peu, et la vie à la cour devint moins austère. À 14 ans, on donna à petit Louis, pour amis, les neveux de Mazarin, les Mancini, des Pouilleux qu'il avait fait venir d'Italie soi-disant pour amuser le roi, mais surtout pour le surveiller. Ce ne fut plus que bals et réjouissances. Mazarin s'en frottait les mains, car tant que le roi danserait et courait le jupon, lui aurait les coudées franches pour gouverner et se remplir les poches. Laporte et moi étions si inquiets pour l'avenir de Louis que nous avions décidé d'en parler à la reine. Nos amis nous supplièrent de ne rien faire. Mazarin était tout-puissant. Elle nous reçut, s'étonna et promit de se renseigner. Bien sûr, Mazarin jura que le roi recevait une solide éducation. Ses neveux? Des amis qui le divertissaient, c'est tout. Qui la reine devait-elle croire? Lui, le Premier ministre? Ou deux obscurs valets de chambre de petite noblesse? Le lendemain, Mazarin découvrit par hasard des preuves comme quoi nous conspirions contre la reine. On ne nous laissa pas nous défendre et nous fûmes renvoyés sans autre forme de procès et sans revoir petit Louis. C'était en 1652, pourtant
Je fus bien vengé. À la mort de Mazarin, en 1661, Louis XIV réunit le Conseil. Certains ministres, qui le croyaient faible et sans esprit, lui dirent en riant d'aller s'amuser et de les laisser gouverner. Mal leur en prit, car ils furent renvoyés. Louis XIV prenait enfin le pouvoir. Il travailla ensuite nuit et jour pour apprendre son métier de roi, comme il disait. Il ne garda que des ministres de bon conseil, comme Colbert et Letellier, le père de Louvois. Et, ainsi qu'il me l'avait promis, il les fit tous plier. En 20 ans, la France devint le pays le plus puissant d'Europe, tandis que lui-même se transformait en Dieu vivant. Et il a su mater les membres de cette noblesse qui lui faisait si peur enfant, qu'il tient en laisse grâce aux faveurs qu'il distribue, les poussant à s'endetter pour mieux les asservir. Le chevalier se tut. Cécile le regardait bouche bée, sa pile d'assiettes en étain sur les bras. Alors, sac à papier, cette volaille, on la mange quand tonna-t-il. Pâques 1678. Pauline, c'est un si bémol, pas un fa dièse, hurla Cécile depuis la cuisine. Concerto pour quoique et fausse note, ajouta-t-elle en se penchant vers Catherine, qui étiquetait des sachets de potions. Après avoir consciencieusement massacré son morceau sur le vieux clavecin de sa mère, Pauline s'arrêta enfin sur une série de notes discordantes. « Guillaume, pousse-moi vite dans le jardin, ce bruit est intolérable !» fit le chevalier en se bouchant les oreilles. « Et son professeur trouve qu'elle fait des progrès, » ironisa Guillaume. « Il doit être sourd, ce n'est pas possible. Il n'y a pas à dire. Elle n'est pas douée. » renchérit Catherine en riant. Hélas, Pauline reprenait déjà. Catherine grinça des dents, la main crispée sur sa plume d'oie, balafrant de bleu l'étiquette du sachet en papier. « Tu as raison, répliqua Cécile. On en a embastillé pour moins que ça. Trop, c'est trop, hurla Pauline, depuis le petit salon en abattant ses deux mains sur l'instrument. Je hais la musique. Le quadruple fou rire qui lui parvint de la cuisine fit encore monter d'un cran sa mauvaise humeur. Cécile, puisque tu es si maligne, tu n'as qu'à venir jouer à ma place. Heureusement, je ne connais pas la musique, moi. C'est assez d'une artiste comme toi dans la maison, persifla Cécile, en s'approchant avec Guillaume. Ah oui, trancha sèchement son ami. Tu te rappelles que tu ne sais pas jouer, mais tu me conseilles sur les si bémols. Rappelez. La gaieté de Cécile tomba d'un coup. Pardon, Cécile, je ne voulais pas. Voyant le visage fermé de son ami, elle se leva et tenta de lui prendre la main. Mais Cécile la repoussa, puis s'assit à sa place sur le tabouret. Depuis 2 ans qu'elle était chez les Saint-Béryl, elle n'avait jamais éprouvé l'envie de s'approcher de l'instrument. Elle regarda la partition où les notes semblaient danser, et comme hypnotisée, posa les mains sur le clavier. La mélodie s'éleva mécanique et sans âme, mais juste. La dernière note achevée, Cécile se leva, comme une automate, pâle à faire peur, puis elle se dirigea vers la porte. Elle se retourna un instant pour dire à une Pauline éberluée « J'avais raison, c'était un si bémol ». Pauline voulut rejoindre son amie, mais Guillaume l'en empêcha. « Laisse-la, elle a eu un choc, elle a besoin d'être seule. » « Je ne voulais pas lui faire de mal, je le jure, sanglota Pauline. « Ne t'inquiète pas, » lui répondit Guillaume, en serrant sa sœur contre son épaule. « Elle a juste besoin de temps pour se retrouver, c'est tout. » Je n'arrive pas à me mettre en tête qu'elle soit capable de faire toutes ces choses, les choses de sa mémoire d'avant, tu comprends ? Elle soupira, puis reprit. Peut-être qu'elle sait aussi peindre comme Lebrun, ou composer comme Lully, ou écrire comme Molière. Et peut-être bien qu'elle est la fille du roi d'Espagne, et qu'elle me fera duc, se moqua gentiment Guillaume. Pauline, entre rire et larmes, lui lança une bourrade qu'il para de son mieux. « As-tu remarqué comme elle m'évite » continua-t-il plus sérieusement. « C'est tout juste si elle me parle. Tu l'intimides, toi, le grand héros qui lui a sauvé la vie. » Cécile n'est pas timide. Pourquoi me donne-t-elle du monsieur Guillaume ? Elle ne t'a vu que 8 jours en 2 ans. Elle ne va pas te sauter au cou dès que tu apparais. Tu as sans doute raison, reconnut Guillaume en souriant. Mais je saurais bien l'apprivoiser. Mars 1679. L'enfant, en hoquetant, cachait peureusement son visage dans les jupes de sa mère pendant que Cécile, avec des gestes très doux, finissait de fixer l'attelle sur son bras. « Les petits-enfants n'ont pas d'ailes, Jaco. Fais attention quand tu grimpes aux arbres. Je n'ai pas de poudre de perlimpinpin pour raccommoder les bras cassés. » Jaco sortit un œil rouge et ébaucha un sourire. Catherine venait de réduire la fracture, mais l'enfant, un petit casse-cou de 5 ans, était un vieil habitué. On ne comptait plus ses plaies et ses bosses.
Ce petiot, c'est diablerie et compagnie, se lamenta sa mère en payant la consultation d'un petit sac de noix. Et si en plus il restait estropié, c'est qu'on n'a pas les moyens de nourrir une bouche inutile. On compte bien le louer dans une ferme dès ses 6 ans. Faudra qu'il comprenne que la vie, ce n'est pas du gâteau à rire et à chahuter. Des gosses à élever, on en a déjà 4, et je suis grosse du 5e. Ne vous inquiétez pas, Angèle, fit Catherine à la jeune mère. Il poussera droit. La fracture était bien nette. Ma fille passera le voir demain. Elles sortirent en s'emmitouflant. Alors, tu as bien compris les gestes qu'il faut faire demanda Catherine. Oui, c'est très facile. Très bien. La prochaine fracture, tu t'en occupes toute seule. Cécile se rengorgea fièrement. Elle attendait ce moment depuis des mois. Quant à Catherine, elle hocha la tête, satisfaite. Sa fille adoptive était née pour être guérisseuse. Cécile avait appris en 3 ans ce qu'elle-même avait mis près de 10 ans à assimiler avec sa propre mère. Pendant des heures, chaque jour, elle avait fait réciter à Cécile, comme une litanie, les vertus de chaque plante. Car depuis toujours, c'est ainsi que l'on se transmet le métier de mère en fille. Mais sa fille, délaissant la tradition, avait décidé de tout noter sur du papier, les symptômes, les quantités et les effets des potions sur chaque malade, jour après jour. Bien sûr, Catherine avait tiqué. Ses connaissances devaient être jalousement gardées. Les plantes n'ont pas que du bon. Elles soignent dans la plupart des cas, mais mal dosées, elles peuvent aussi tuer. Qu'un mauvais sujet mette le nez dans ses papiers et... Mais Cécile, grâce à ses papiers, comparait les résultats, évitant les erreurs de bien des débutants. Dans un an, tout au plus, elle pourrait avoir sa propre clientèle. Fort heureusement, il y avait assez de travail pour 2 dans ce quartier, et Catherine, émue, se souvint de son premier client, un colporteur mordu par un chien. Elle avait 14 ans, sa main tremblait un peu, et pour paiement, il lui avait donné une aune de ruban bleu. Mais tout cela était si loin. Qui voyons-nous demanda Cécile. La mère Berthier, qui tousse, et maître Collineau pour une rage de dents. La routine, quoi. Juin 1679. Une lettre de Guillaume, cria Catherine depuis l'entrée. Pauline, enchemisée en bas, déboula aussitôt les escaliers en dérapant sur le parquet ciré. Elle s'enfourna dans la chambre de son grand-père, qui, pour une fois, ne parut pas remarquer sa tenue négligée. Il ne viendra pas cette année, lui dit-il. Il s'est trouvé un emploi chez un notaire pour les vacances. Oh, la barbe! Cécile, qui suivait la scène depuis la porte, en fut presque soulagée. Elle ne savait pourquoi, mais M. Guillaume la mettait mal à l'aise. Pourtant, il avait toujours un mot gentil pour elle. Elle se fit une fois de plus la morale. Quand il reviendra, j'essaierai d'être aimable, se dit-elle sans aucune conviction.